Los Angeles, la capitale du cinéma, avec ses paillettes, ses palmiers, ses milliardaires. Un concentré de luxe qui fait rêver la terre entière. Mais c'est à la tombée du jour qu'apparaît l'envers du décor. Howard Reichenbach le connaît bien. Les nuits de Los Angeles, c'est son terrain de chasse. À l'affût dans sa voiture, scanner relié aux fréquences policières et les yeux rivés sur la carte des ghettos de Los Angeles. Howard a tout du policier et pourtant pas du tout. Il est journaliste télé, un chasseur de scoop qui traque chaque nuit les faits divers dans les ghettos. 20h, première alerte. On va suivre la voiture de police, c'est par là, tout droit. Les policiers de Los Angeles viennent de signaler une voiture volée. Au volant, un homme armé qu'ils veulent intercepter. Pas question pour Howard de rater l'interpellation. 180 km/h dans les rues de Los Angeles. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de circulation sur l'autoroute à cette heure-là. Son fonds de commerce, c'est la violence dans les ghettos. Plus les images sont spectaculaires, plus cher il les revend aux chaînes de télé locales. Et ce soir, le dispositif est impressionnant. Une trentaine de véhicules de police, mais pas seulement. Voilà les hélicoptères. 2 hélicoptères, de quoi localiser un véhicule à plusieurs kilomètres à la ronde. Et justement, la voiture du fuyard, ce 4x4 blanc, vient d'être repérée dans un quartier pavillonnaire. La zone est cernée, le fuyard pris au piège. Howard prend alors tous les risques. Le 4x4 est bloqué dans une rue et tout de suite, la police ouvre le feu. « 120 cartouches tirées en moins d'une minute. Le suspect est extirpé du 4x4, 4 balles dans le corps, mais vivant. Aucun signe d'émotion chez Howard. Le journaliste a l'habitude. Ici, c'est presque une scène banale. Reculez, reculez, libérez le passage. L'homme blessé est conduit aux urgences. Howard, lui, va continuer sa chasse au scoop. Chaque nuit, il couvre jusqu'à 3 affaires dans les ghettos. C'est un métier très dangereux. Et bien sûr, je ne dis pas à mes parents tout ce que je fais. Oui, c'est vraiment très dangereux. Je filme beaucoup de rixes entre gangs, beaucoup de fusillades qui partent dans tous les sens, et je m'approche souvent très près. Je conduis très vite, ça aussi c'est risqué. Il suffit qu'une personne âgée traverse devant vous et vous la tuez. Il faut être très prudent. Être prudent, c'est depuis longtemps le leitmotiv des habitants de Los Angeles. Quand ils parlent des ghettos du centre-ville, une zone de non-droit grande comme Paris, où s'entassent et s'opposent violemment 2 communautés, les hispaniques et les noirs. Des quartiers que Howard, le journaliste, connaît bien. Il y a tellement de ghettos côte à côte qu'en traversant une rue, on peut se retrouver dans le territoire adverse et se faire tuer. Aussitôt, ça entraîne des représailles. Et c'est le début de l'engrenage entre gangs rivaux. Et paradoxe, ces ghettos se sont constitués autour des riches quartiers d'affaires, au centre de la ville. Vous voyez ici, c'est le cœur du centre-ville de Los Angeles. C'est fou, la journée c'est un quartier d'affaires, la nuit c'est ça. Beaucoup de sans-abri, beaucoup de problèmes. Ce quartier est surnommé la ville du cow-boy.
Incroyable. C'est un autre monde. Un monde où la police recense chaque année 250 000 crimes et délits. Une tension permanente dans ce qui est devenu le royaume des oubliés de l'Amérique. C'est le nouveau visage à peine croyable de la première puissance mondiale. Une criminalité et une pauvreté qui explosent. À Los Angeles, mais aussi ici à Cleveland, au nord du pays. Une ville fantôme qui détient le record mondial des expulsions. Des familles entières poussées à la rue. Tout comme à la Nouvelle-Orléans, où les autorités laissent pourrir la situation de milliers d'habitants depuis le désastre de l'ouragan Katrina. Plongé au cœur de ces nouveaux ghettos, à la découverte de la face cachée de l'Amérique. Sur les rives du Mississippi, la Nouvelle-Orléans. Une ville coupée en deux. D'un côté, le centre-ville, avec son décor de cartes postales, ses maisons coloniales et son tramway d'époque. Ceux qui vivent ici sont majoritairement riches et blancs, descendants des premiers immigrants français et européens en Louisiane. Les Noirs, eux, croupissent de l'autre côté du pont qui enjambe le Mississippi, dans une zone interdite au public. Voici le 9e district. Le quartier est de Robert Greene, 52 ans. Ce père de famille était conseiller financier. Une vie brisée il y a 2 ans par l'ouragan Katrina. Au bout de la rue, là, c'était la maison d'une amie d'enfance. C'était le 29 août 2005. Un cyclone d'une rare violence s'abat sur la Louisiane. 80% de la ville inondée, 250 000 personnes évacuées. Et ici, il y avait 2 maisons dans ce coin. Nous devons faire face à l'un des pires désastres de notre histoire. Thousands of people camped by the roadside, desperate, hungry, and without help. I call it survival. Nous avons perdu beaucoup de proches. À chaque coin de rue, il y avait la maison d'un ami, vous savez. Plus de 1500 morts et des milliers de blessés. Essentiellement parmi les Noirs les plus pauvres, leurs petites maisons en bois bon marché ont été les premières englouties. Comme d'autres, celle de Robert Greene a été rayée de la carte. Ma maison était juste ici. Il reste quelques pierres de la fondation. Là, c'était la porte de derrière. Et ces marches-là donnaient directement sur la cuisine. Toute sa famille vivait ici. Ici, c'était la chambre de ma mère. Là, le salon. Là, une autre chambre. Et la salle de bain se trouvait à la place de cette canalisation. La plupart de ses proches sont morts noyés. Car la digue, qui était située à quelques mètres de la maison, a cédé sous la tempête. Une brèche de plusieurs dizaines de mètres. Une plaie encore béante dans le cœur de Robert. Ma mère a paniqué, elle est tombée dans l'eau. Elle a coulé une première fois, une deuxième fois, et la troisième fois, elle s'est arrêtée de respirer. Mais le souvenir le plus douloureux, c'est sa fille, qu'il n'a pas pu sauver. Elle me regardait à travers l'eau, elle me suppliait de l'attraper. Ça vraiment, ça me hante. C'est pour elles deux que chaque jour Robert accomplit le même rituel. Un drapeau hissé sur tout ce qui lui reste. Une caravane prêtée par le gouvernement, quelques mètres carrés de terrain et une tombe de fortune pour Joyce, sa mère, et Shanaï, sa petite fille de 3 ans. Je suis fier quand les gens s'arrêtent pour prendre une photo du drapeau et de la tombe. C'est ma façon à moi de rappeler que ma mère et ma fille ont vécu ici, qu'elles sont toujours dans mon cœur et qu'elles me manquent. Victime et rescapé de Katrina, semble bien avoir été oublié par l'Amérique. Robert n'a touché aucune aide. Il survit aujourd'hui avec son cousin handicapé, dans seulement 15 mètres carrés. Là, c'est mon frigo.
Et là, l'armoire avec le peu d'habits que j'ai sauvés. La salle de bain, minuscule, avec des toilettes qui fonctionnent quand même. Et aussi un lavabo. Voilà, c'est ma maison. Pas très confortable, mais bien mieux que d'être à la rue. Robert Greene garde le moral et l'espoir de reconstruire un jour. Même si son quartier est devenu un véritable ghetto. 13 000 personnes, toujours logées dans des caravanes. Des rues encore privées d'eau potable, d'égouts et d'électricité, 2 ans après. Nous sommes au cœur des États-Unis et on se croirait dans une ville du tiers-monde, avec ses squats et sa criminalité galopante. Voici le commissariat du quartier, toujours installé dans des préfabriqués. C'est le début du service pour l'inspecteur Tommy Felix. Vous allez dans le 9e district? Ouais, malheureusement. Mais j'aime pas ça. C'est trop dangereux là-bas. Je vais essayer de pas trop traîner. Tommy redoute le 9e. Ce district est devenu l'un des plus dangereux des États-Unis. Une enclave où pauvreté et criminalité battent tous les records. 107 morts par balle, rien que pour les 6 derniers mois. 10 fois plus que la moyenne nationale. Alors ici, le moindre contrôle d'identité est à haut risque. Allez les gars, main en l'air. Tommy est l'un des rares policiers à ne pas baisser les bras. 500 de ses collègues ont rendu leur insigne depuis Katrina. Vérification faite, ceux-ci ne font pas partie des dizaines de criminels recherchés par la police. Dans ce quartier laissé à l'abandon depuis Katrina, il y a tellement de délinquants qu'on a sorti les grands moyens pour les retrouver. Ces panneaux de plusieurs mètres, avec des têtes mises à prix, comme au temps des cow-boys. Les mauvais garçons d'aujourd'hui, ce sont les trafiquants de drogue et d'armes à feu. Une économie de substitution qui s'est mise en place dans les jours qui ont suivi l'ouragan. On se souvient de ces scènes de pillage à la une des journaux télévisés. De la nourriture, des vêtements, mais aussi 100 000 armes dérobées dans les armureries. Des scènes dignes du Far West que n'ont jamais réussi à enrayer l'état d'urgence et les 30 000 soldats de la garde nationale déployés en Louisiane. Aujourd'hui, Tommy a pris le relais de l'armée. Il y a quelqu'un ici. Il a une piste pour arrêter des trafiquants. Approche mon pote, viens vers la porte. Montre-moi tes mains, tes putains de mains, je t'ai dit. À genoux. Putain, il y en a qui s'enfuient par la porte de derrière. Après quelques minutes de course-poursuite, Tommy a rattrapé les fuyards. Vous êtes en état d'arrestation. Un homme et une jeune fille visiblement droguée. Tu vas pas nous compliquer la tâche, hein, d'accord? Oui, je vais vous dire toute la vérité. On s'est bien compris? Oui. Résultat de l'opération, 6 jeunes qui squattaient une maison abandonnée sont pris en flagrant délit. What are you at, 9th Ward on your right hand? And what else you got? Malheureusement pour eux, la drogue et les armes étaient sur la table de salon. Voici le butin de l'opération, rapporté aussitôt au commissariat. Ouais, un 9 mm. C'est dingue. 2 revolvers, mais aussi toute la panoplie du parfait dealer. On peut trouver du entre 5 et 10 € le gramme, tellement il y en a en circulation dans la rue. Et depuis Katrina, de nouvelles drogues inondent le nouveau ghetto du 9e district. Des milliers de pilules comme celle-ci, avec autant de substances chimiques nocives. Même les spécialistes des stupéfiants ont besoin d'un tableau pour s'y retrouver. Ça, c'est de la... J'ai 3 enfants et une femme à nourrir. C'est pour faire vivre ma famille que je vends de la drogue.
À peine le temps de souffler et il faut repartir. Faute d'effectifs, Tommy et son coéquipier travaillent presque jour et nuit, avec une seule journée de repos. Un sacrifice qui ne suffira pas à enrayer l'explosion de criminalité selon ces policiers. Depuis Katrina, le taux de pauvreté a augmenté. Donc de plus en plus de gens vendent de la drogue pour nourrir leur famille. Là où ça craint, c'est que les dealers finissent toujours par tuer des gens. Malgré tous nos sacrifices, on a perdu la ville. J'espère qu'un jour, on réussira à la sauver. De l'autre côté du pont, les Blancs de la Nouvelle-Orléans, eux, n'ont pas du tout envie de perdre leur quartier du centre-ville. C'est le cas de Sean, 37 ans, un restaurateur texan installé en Louisiane depuis 1995. Les faits divers du quartier noir, il déteste. Il y a très peu de crimes commis par les Blancs. En général, ça se passe entre Noirs. Et ça donne une très mauvaise réputation à la ville. Comme une sorte de génocide. L'Amérique de Sean, c'est celle des maisons cossues aux pelouses bien entretenues et qui bat fièrement pavillon républicain. Une Amérique blanche qui a peur de l'explosion de criminalité dans les ghettos voisins. Alors pour se rassurer, Sean porte ce qu'il faut à la ceinture. Un calibre 38 avec lequel il s'entraîne dur 3 fois par semaine. Ce sont des balles de 38 mm et je les ai toutes mises au centre. À part une, je suis plutôt satisfait. Si vous prenez la cible et vous imaginez que c'est le torse de quelqu'un, il est mort depuis longtemps. Pour aujourd'hui, 200 cartouches achetées à l'armurerie. Je ne dépense jamais moins de 180 €. Sean n'est pas un tireur isolé. Les ventes d'armes ont augmenté de 400% depuis Katrina. Le patron de cette armurerie a doublé son chiffre d'affaires. Notamment grâce aux ventes records de ce modèle pour débutants. Pour la protection personnelle, voici l'arme la plus simple à utiliser et la plus fiable. On peut la mettre entre toutes les mains, même les moins expérimentés. Difficile de faire une gaffe avec ce modèle. Ça s'enraye jamais. C'est simple. Tu charges, tu fermes et tu vises. Les gens ont réalisé qu'ils étaient responsables de leur sécurité. Depuis Katrina, il suffit de présenter un casier judiciaire vierge et de n'avoir aucun antécédent psychiatrique pour acheter une telle arme. La réglementation a été assouplie par l'État de Louisiane. Si quelqu'un s'approche de ta voiture et te menace avec une arme, tu as le droit de lui tirer dessus sans sommation. Maintenant, c'est considéré comme de la légitime défense. Se sentant soutenu par les autorités, Sean a décidé de compléter sa panoplie avec ce fusil d'assaut. Et il n'hésiterait pas une seconde à s'en servir en cas d'agression. Ouragan climatique, mais aussi ouragan financier à l'origine des nouveaux ghettos, comme ici à Cleveland, au nord du pays. La ville affronte l'une des pires crises économiques et immobilières de son histoire. Une situation si grave que même les classes moyennes sont touchées. Résultat, d'anciens quartiers plutôt aisés transformés en ghettos en seulement quelques mois. Pour mesurer le phénomène, direction les bureaux du shérif dans cet immeuble du centre-ville. Ces petits papiers jaunes, des avis d'expulsion qui envahissent le bureau du shérif David Rove. Derrière chaque nom, un drame humain. Un citoyen qui s'est fait piéger par ces fameux crédits dont le taux augmentait chaque mois. On va faire entre 15 et 20 maisons aujourd'hui. Et c'est tous les jours comme ça? Ouais, presque toujours. Et pour ce sale boulot, le shérif David Rove et ses adjoints ont recours à certaines armes bien particulières,
comme de l'insecticide. Quand vous entrez dans une maison, vous pouvez voir des puces sauter dans tous les sens. Alors on met ce produit pour ne pas se faire piquer. Du spray contre la vermine, mais pas seulement. Dans cette guerre aux mauvais payeurs, les représentants de l'État n'hésitent pas à sortir les gros calibres. On prend ça juste au cas où on rencontre des chiens ou tout ce qui pourrait mordre. On ne sait jamais, on peut toujours avoir besoin d'une grosse artillerie. On y va. Ce matin, David Rove et son adjoint ont plusieurs expulsions à réaliser dans un quartier du sud de la ville. Direction Slavic Village, une banlieue typique de la middle class américaine en pleine déchéance. Une classe moyenne qui paye cash, des années de vie à crédit. Une maison sur 10 a déjà été saisie ici. Portes et fenêtres murées pour empêcher les squats et le vandalisme. C'est cette maison juste là avec une citrouille devant la porte. Le shérif a fait venir un camion de déménagement sur place. Il a aussi convoqué un serrurier. Ils sont en force et pourtant, comme à chaque intervention, c'est la montée d'adrénaline. Bureau du shérif. Ici, tout semble tranquille, mais malgré ses allures de maison abandonnée, elle est habitée. Oh la vache, c'est tout frais. C'est vraiment très frais. On pense qu'ils ont dû partir précipitamment. On vient juste de les manquer. Une famille avec des enfants vivait ici, parmi les immondices, même si c'est difficile à croire. Ils ont certainement dû voir les déménageurs arriver et ils se sont enfuis par la porte de derrière, ou par cette fenêtre ouverte là. Soudain, les deux policiers perçoivent du bruit à l'étage. Je vais à gauche, d'accord? Bureau du shérif, montrez-vous. Ils avaient des chiens ici, regardez comme ils les traitent. En fait, le bruit vient de la porte d'à côté. On dirait qu'il y a de l'eau qui coule. Elle est verrouillée. Ils ont le serrurier sous la main, alors aucune hésitation. Police, ouvrez! Fais attention. Derrière la porte, les deux locataires de la maison, plutôt inoffensifs. C'est juste un lapin dans une cage. Un lapin et un petit chiot effrayé que leurs maîtres ont abandonné pendant leur fuite. Ok, c'est bon. Pour les shérifs, mission accomplie. C'est une maison ordinaire. La maison ordinaire d'une famille américaine ordinaire. Un drame humain, juste un papier jaune. Les animaux sont conduits à la SPA locale, les meubles déménagés dans un entrepôt de la ville. Ce n'est qu'une saisie de plus pour le shérif. Ces hommes en ont réalisé plus de 10 000 au cours des 3 derniers mois. J'en ai fait tellement, je peux même pas vous dire combien. Dans chaque rue, on en a fait dans chaque rue de la ville de Cleveland. Tu es là depuis combien de temps? 6 mois? Alors il peut encore se rappeler, mais moi ça fait plus d'1 an alors... Une fois nettoyées et restaurées, les maisons saisies sont remises sur le marché immobilier par les banques. Des quartiers entiers à vendre. Il arrive parfois au shérif de croiser d'anciens propriétaires qu'il a expulsés. Ils n'ont pas changé de quartier, mais seulement de statut social. Désormais, ce sont des sans-abri. Aucun quartier n'est épargné, même les plus chics de la ville, comme Cleveland Heights. Voiture 17-17-76, nous arrivons au 1905 Ginette Avenue, Cleveland Heights. C'est au tour de cette maison d'être saisie. Le propriétaire est toujours là, c'est cet homme en short. Dans quelques minutes, il devra vider définitivement les lieux.
Ses voisins sont venus le soutenir, car cela fait 35 ans qu'il habite ici. Il s'appelle Larry Robertson, il a 58 ans. Larry Robertson. Bonjour, monsieur Robertson. On a des déménageurs ici, ils vont vous aider. Vous avez droit à un garde-meuble gratuit pendant un mois, d'accord? Vous ne pourrez plus jamais revenir ici, mais vous êtes libre de prendre tout ce que vous voulez. Avec lui, pas besoin de sortir les armes. Vous êtes en colère ou vous êtes triste? Triste, oui. J'ai tout bricolé de la cave au grenier, là. Ouais. L'histoire de Larry, c'est celle d'un cauchemar américain. J'ai vécu une période très dure, ouais. Et j'ai même pas eu assez d'argent pour soigner mes dents. Vous allez voir les photos. Ma mère en est bouleversée. Elle a dépensé des milliers de dollars pour être sûre que ses enfants aient de belles dents. Et venez voir. Sur ce tableau, la longue descente aux enfers d'un patron de supermarché, licencié il y a 8 ans. Là, c'est moi, là. Jeune homme en 1970, et puis je suis devenu directeur de magasin en 72. Et j'étais le plus jeune directeur que l'entreprise ait jamais eu. J'ai même formé des sous-directeurs, des directeurs de magasins et d'autres personnes qui aujourd'hui ont des postes importants dans des grandes compagnies. Vous gardez quoi, le bureau, la chaise? Larry n'a que quelques minutes pour sauver l'essentiel de 35 ans de vie. Tout le reste va être saisi pour rembourser ses dettes. Ses dettes, c'est un emprunt contracté auprès d'une banque peu scrupuleuse après son licenciement. Noyé dans le contrat, rédigé en tout petit, une clause stipule que le taux peut être révisé jusqu'à 12%, 3 fois plus que le taux pratiqué à l'époque. J'ai signé sans réfléchir. C'était en janvier, là, il faisait très sombre, il y avait un tas de paperasse. Signer quoi? Signer cet emprunt, il faisait noir, sur un parking d'une clinique de Cleveland. Au départ, c'était correct, oui, avec des intérêts à 7%. Mais très vite, c'est passé à 12%. Cette petite clause, un cadeau empoisonné pour Larry et des millions d'Américains qui ont tout perdu. Ce qui serait considéré comme un abus bancaire en France est parfaitement légal aux États-Unis. Larry et les autres sont donc priés de faire leur bagage. Pendant que les meubles de Larry sont chargés dans le camion de déménagement, les voisins se demandent qui sera le prochain sur la liste. Entre tristesse et écœurement. J'ai été son voisin pendant 30 ans. Vous êtes triste? Ah oui, c'est triste. C'était un si bon voisin. C'est un être merveilleux. Il vous donnerait sa chemise si vous en aviez besoin. Oh mon Dieu, oui. Vous allez revenir les voir? Il est obligé. J'ai encore des affaires à lui dans mon garage. On est avec toi. On espère que tu vas revenir, Larry. Quelques vêtements jetés dans la voiture, il est temps pour Larry de clore définitivement ce chapitre de 35 ans de sa vie. C'est la dernière fois que vous la voyez. Ouais, la dernière fois. Tellement de souvenirs. L'angoisse, car Larry ne sait pas où il va dormir ce soir. Comme lui, 500 000 Américains ont perdu leur maison ces 3 derniers mois. Une triste comptabilité que tient chaque jour le shérif Rove. Selon lui,
sa ville détient un bien sombre record national. Ce quartier, le quartier de Garfield Heights au sud-est de Cleveland, c'est devenu la capitale mondiale des saisies immobilières. Le lendemain matin, nous retrouvons Larry Robertson sur un parking à quelques kilomètres de son ancienne maison. Cette nuit, pour la première fois de sa vie, il a dormi dans sa voiture. Une honte pour ce vétéran qui s'est toujours efforcé d'être un bon Américain. Personne pour vous aider? Je suis tout seul, là. C'est l'armée, ça. Vous avez été soldat? 6 ans dans l'armée des États-Unis. Au Vietnam? 2 fois. Pour ce soir, Larry a trouvé une solution provisoire. C'est des journaux pour ma mère, ça. Sa mère habite dans cet immeuble, un foyer pour personnes âgées. Depuis son divorce, c'est l'unique famille qui lui reste. À 58 ans, Larry retourne chez sa mère. Madame Robertson a 90 ans et seulement 30 mètres carrés. Une petite surface que cette infirmière à la retraite accepte de partager avec son fils pour qu'il ne dorme pas dehors ce soir. Il a perdu son boulot, et sa pension, sa sécurité sociale, ses dents, et il ne peut plus aller chez le dentiste maintenant. Très dur. Ce soir, c'est ici qu'il va dormir. Ah, c'est petit, hein, comparé à ma maison. Hein. C'est moi qui devrais héberger ma mère, et pas l'inverse. Le problème, c'est que Larry ne pourra pas rester. Car le règlement intérieur de la maison de retraite interdit à sa mère d'héberger quiconque ici, y compris son propre fils. Regarde, maman, tous les jours, il y a des expulsés dans le journal. Si jamais ils se rendent compte qu'il dort ici, je peux être viré. Au revoir. J'ai signé des papiers, vous savez. Ouais, faut que je me trouve un travail maintenant et que je parte d'ici. Tu peux quand même venir pour manger et te doucher, il n'y a pas de problème. Dernière solution pour Larry, faire les petites annonces et trouver au plus vite un boulot pour se payer un toit. Sinon, il rejoindra bientôt les 4 millions de SDF américains. Retour à la Nouvelle-Orléans, dans le nouveau ghetto du 9e district. Nous retrouvons Robert Greene et son quartier aux allures de décor pour un film sur la fin du monde. Un quartier qui est devenu une curiosité pour touristes. Tiens, c'est notre groupe. Un groupe de touristes très particulier. Hey, comment ça va? Ils sont blancs, ils appartiennent au comité d'entreprise d'une célèbre marque de cornflakes. Pour eux, émotion de rigueur. Aujourd'hui, ils viennent revivre Katrina en autocar de luxe. Le ghetto se visite comme un zoo. Et c'est Robert qui sert de guide. Essayez d'imaginer qu'il y avait là-bas, sur cet arbre, un homme qui s'agrippait à une branche de toutes ses forces pour sauver sa peau. Il y avait 8 mètres d'eau ici. Et comme vous pouvez le voir, toutes les maisons ont été emportées. Depuis 2 ans, Robert assure les visites pour quelques dollars. L'ex-conseiller financier n'a rien trouvé d'autre pour survivre. Il y avait de l'eau là, dans cette rue en bas? Oui, dans toute la rue. Ces branches là-bas auraient pu arrêter les maisons qui flottaient. Mais les maisons sont passées juste à côté. Là-bas, c'est la maison d'un voisin avec sa fille.
Je suis une sorte d'ambassadeur du 9e district. Je prends beaucoup de temps pour parler à des groupes de touristes et à des groupes d'écoliers. C'est très important qu'ils sachent ce qui s'est vraiment passé ici. L'excursion macabre s'achève toujours devant la caravane de Robert. Ça, c'est le drapeau pour ma fille et ma mère. Une dernière photo de la tombe et du drapeau. Et il est déjà l'heure de remonter dans les bus climatisés. Misha, thank you. Merci d'être venu. Vous êtes vraiment courageux, que Dieu vous bénisse. On va essayer de se battre. Malgré la honte, Robert Greene veut croire qu'il appartient toujours à cette Amérique qui s'en va sous ses yeux. Je ne pense pas que ça soit un ghetto ici, car c'est là que j'habite et je n'habite pas dans un ghetto. Mais pour les cas de touristes qui veulent du ghetto, c'est ici qu'ils viennent. Et pour les Blancs qui ont une mentalité de raciste, oui, c'est un ghetto. Mais tous les Blancs ne pensent pas comme ça. Comme un symbole, ces naufragés du 9e district de la Nouvelle-Orléans. Une plaie ouverte qui ne cicatrise pas, comme un furoncle sur le visage radieux de l'Amérique. La nuit tombe sur Los Angeles. C'est l'heure pour Howard Reschbrock, le journaliste de faits divers, de repartir à la chasse au scoop dans la jungle des ghettos. C'est un gros moteur. Elle consomme beaucoup d'essence. Et du carburant, il va lui en falloir. En une seule nuit, il peut parcourir jusqu'à 400 km. J'adore travailler la nuit. Généralement, les meurtres sont commis la nuit. Il n'y a pas beaucoup de gens dehors, vous pouvez conduire plus vite. Je m'éclate. Je suis un oiseau de nuit, moi. Le plein est fait, la radio branchée sur les fréquences policières. Et le premier message d'alerte tombe. Il y a eu un crime, ça a l'air important. Il faut que je fonce. Un crime de l'autre côté de la ville, pas de temps à perdre. Son but est d'arriver avant les secours pour être libre de filmer à sa guise. L'univers du ghetto, ses crimes, ses suicides, ses accidents, c'est son quotidien, son adrénaline. Une zone de non-droit où il a été l'acteur de scènes qui ne peuvent se passer qu'ici. Comme celle-ci, qui hante encore son souvenir. Août 2007, une voiture vient de heurter un muret de sécurité sur cette autoroute à 6 voies. Comme d'habitude, Howard est là, aux premières loges. Des voitures qui défilent à plus de 100 km/h. Mais le conducteur n'hésite pas. Il slalome. Le conducteur est choqué, mais pas seulement. L'homme est un toxicomane, il a consommé du Dégage de la route! Viens par là! Howard, le journaliste, ne lâche pas sa caméra. D'ailleurs, pour lui, ce n'est qu'un début. Une voiture vient de heurter l'épave accidentée. Dégage de la route! Allez, dégage! Des hurlements pour éloigner le toxicomane. Ça va? Et un objectif, porter secours à cette femme sous le choc. Il pose sa caméra et tente de dégager la victime. L'autoroute est située dans un ghetto tellement dangereux qu'aucun automobiliste ne s'arrête pour aider Howard.
À Los Angeles, c'est la loi du chacun pour soi. Plus personne pour aider son prochain, à part la police, les pompiers et Howard. C'est l'un de mes souvenirs les plus forts. Et je fais ce métier depuis 11 ans. Une soirée de dingue. J'ai vraiment failli y passer. Finalement, la conductrice s'en sortira. Retour au présent. Ce soir, Howard fonce sur un scoop d'un autre genre. Une scène de crime dans un ghetto du nord de la ville. Il y a tellement d'aventures différentes. J'adore. Ça me donne l'énergie pour ne dormir que 3 heures par nuit. J'ai besoin de cette adrénaline. Je ne pourrai jamais bosser dans un bureau de 9h à 17h. Reste à trouver maintenant la bonne rue, la bonne adresse. C'est à peu près à 1,5 km d'ici. Chaque nuit dans ce ghetto, plusieurs homicides. Même la police évite le quartier. Ça va être à droite. Il y a une victime à terre devant la station-service. C'est l'un des quartiers des Latinos. Au sol, un homme de race noire, criblé de balles. Il est mort. Je ne connais pas encore les circonstances de l'histoire, mais il y aura beaucoup de témoins. C'est une station-service. C'est un membre d'un gang, c'est sûr. Une victime de plus dans la guerre que se livrent hispaniques et communautés noires pour dominer le ghetto. Un meurtre parmi d'autres, ici non plus, ni attroupement, ni mouvement de foule. Il n'y a guère que Howard et la police pour s'intéresser à la scène. On dirait qu'il y a un suspect dans la voiture de police. Voici le coupable présumé, un hispanique, sans doute membre d'un gang. Il y en aurait plus de 500 à Los Angeles, selon la police. Beaucoup de gens grandissent dans des endroits où les loyers sont peu chers. Ils doivent rester ici car ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Et les familles qui vivent dans ces ghettos cohabitent avec les gangs. Certains en font partie. Malheureusement, il y a aussi les sales types qui vivent ici. Ces sales types, Howard les connaît bien. Il connaît aussi leurs règles et les respecte à la lettre. Obligatoire pour rester en vie dans le ghetto. Ne jamais regarder un membre d'un gang dans les yeux. Ne jamais klaxonner quelqu'un en voiture, ni lui faire une queue de poisson. Ne jamais crier. En fait, il faut toujours regarder derrière soi, fermer les portes à clé. Car ils peuvent venir de partout, et même sur des vélos. Ils peuvent s'accrocher à vous, vous tirer dessus et repartir en quelques secondes. C'est la guerre des gangs qui fait exploser les chiffres de la violence à Los Angeles. Pas moins de 900 viols et 500 meurtres l'an dernier. Les autorités s'inquiètent de cette situation qui fait chaque année des victimes innocentes. Pourtant, de jour, les rues du ghetto de Los Angeles semblent presque paisibles, même si la pauvreté s'y étale au grand jour. Une vérité en trompe-l'œil. Pour preuve, l'histoire de Louisa Prudhomme. La vie de cette femme s'est arrêtée un soir de novembre 2006. Son fils, métis, Anthony, 28 ans, a été exécuté par une bande de Latinos.
Je suis forte, j'essaye de faire de mon mieux, mais mon enfant est toujours là, dans mon cœur. J'ai pas besoin de penser à lui parce qu'il est toujours là. Il me parle, il est toujours là. Aujourd'hui, cette mère de 47 ans vit dans la peur et va chercher tous les soirs son second fils à la sortie du lycée. Il a 15 ans, mais elle le protège, car Michael est le seul fils qui lui reste. Je t'ai pas prévenu qu'on avait de la compagnie. Difficile d'expliquer à Michael que son frère est mort sans raison, simplement victime de sa couleur de peau et des caïds du ghetto. Il dormait et puis ils lui ont mis un oreiller sur la tête, hein? C'est ça? Ils ont cassé la porte, ça l'a réveillé parce qu'il dormait. Ah oui, il était au lit et il dormait. C'était un garçon innocent, il n'était pas armé. Ce sont des lâches. Ils ont forcé la porte et ils sont entrés. Ils ont tué un innocent. Et qui peut faire une chose pareille? Depuis le drame, Louisa a investi toutes ses économies pour déménager dans ce pavillon, loin du ghetto. Malgré tout, elle est toujours inquiète. Je suis pas effrayée, mais voyez ce que je veux dire. Filmez pas devant la maison. Vous savez, j'ai un fils plus jeune. Qui sait? Quelqu'un pourrait lui faire du mal. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ici, Louisa vit dans le souvenir. Ça, c'est une carte que m'ont envoyée d'autres parents à la mort d'Anthony. Là, c'est Anthony à son diplôme de lycée et là, quand il était bébé. J'adore ces deux photos. Et là, c'est lui petit, à 2 ans. Ici, on voit qu'il était très spirituel, il croyait en Dieu. Impossible pour elle d'accepter le drame. Alors, dans cette nouvelle maison, elle a recréé l'univers de son fils disparu et conservé toutes ses affaires. Ça, c'est toujours disposé comme il l'avait fait. Et j'ai conservé ces anciens CD là, comme ça, pour les montrer. Je suis toujours en colère, mais bon. C'est des stupidités, tout ça, parce qu'il y a des gens sur Terre qui tuent d'autres gens. Et pour rien. Aujourd'hui, elle ne retourne jamais dans le ghetto où elle vivait, sauf une fois par mois comme aujourd'hui. Un quartier latinos qui porte partout la marque des gangs. Vous voyez là, 43, c'est la marque d'un gang. Ils marquent leur territoire comme les chiens. Un quartier où s'affrontent depuis des années plusieurs bandes rivales sur fond de rap. D'un côté les blacks, de l'autre les latinos. Pour Louisa, direction son ancienne maison. C'est là que vivait mon fils. Là aussi où il a été assassiné. Aujourd'hui, c'est sa commémoration. J'aurais dû marquer son nom dessus. Une sorte de pèlerinage morbide pour soulager sa peine. C'est triste tous ces meurtriers qui courent les rues. C'est triste. C'est triste tous ces racistes là. Tiens, ça cette porte. Je laisse ici les fleurs pour Anthony. Notre ancienne maison est juste derrière là. Ne filme pas l'adresse là. On est le 27 novembre aujourd'hui. Il doit fêter son anniversaire au paradis. Bon, venez, je vais vous montrer par là. Le scénario du crime, elle le repasse en boucle dans sa tête, comme si elle pouvait encore réécrire l'histoire. Vous voyez, il y a 2 bâtiments proches là. Les gars sont passés par ce toit pour atteindre la chambre de mon fils. Vous voyez?
Les nouveaux propriétaires ont pris leurs précautions. Il y a des gangs partout à Los Angeles. Partout. Vous pouvez avoir une famille qui vit dans un beau quartier. Et pourtant, l'un des fils appartient à un gang. Les gangs sont partout. Difficile d'apaiser sa douleur. Alors, une fois par semaine, Louisa participe à un groupe de parole. Elle retrouve des mères de famille qui, comme elle, ont toutes perdu un enfant dans l'enfer du ghetto. Mon fils s'appelait Carl Gibson Smith et il avait 19 ans quand il a été tué. Mon fils a été tué le 1er janvier 2005. Il avait 26 ans. Le meurtre de mon fils n'a toujours pas été résolu. Le mien avait 19 ans quand il a été tué. Une thérapie de groupe pour cette quinzaine de mères qui ont toutes vécu le même drame. Des mamans, naufragées de la vie, qui se rassemblent pour exorciser leur douleur. Mon fils, il m'a laissé 2 jumeaux. Voilà mes 2 petits-enfants. C'est dur pour moi. Moi aussi, j'ai des photos d'Anthony. Quand je les regarde, c'est comme s'il me disait bonjour. Quelle belle famille, regardez. C'est la dernière image que j'ai de mon bébé. Et je peux pas la sortir de ma tête. C'est horrible. Des bébés avec des armes entre les mains. Mathilda a perdu son fils il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle ne pleure plus. Son chagrin s'est transformé en colère. Mais ce problème, il n'est pas nouveau. Il a toujours existé. Aujourd'hui, tout le monde s'entretue, car tous les jeunes sont plus ou moins liés à un gang. Tous les membres de gangs sont des meurtriers. Cherchez un meurtrier et vous le trouverez dans un gang. Tu vois ce que je veux dire? Quand un enfant se fait tuer, quand un enfant se fait poignarder, il faudrait laisser faire. Alors levons-nous et faisons quelque chose. Il faut sauver nos bébés. Des dizaines de mineurs sont assassinés chaque année dans les rues de Los Angeles. Ce matin, Louisa célèbre l'anniversaire de son fils défunt. Ses cendres ont été dispersées en mer. Aujourd'hui, pas de larmes, mais une volonté. Ne jamais perdre la mémoire de son fils et de ceux que l'Amérique a oubliés. Nous t'aimons, Anthony. Love you. Love you.